Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Éclat retrouvé, blanchir les joints de carrelage de votre salle de bain, c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Et je vais surtout vous montrer pourquoi certaines méthodes donnent un résultat spectaculaire pendant 2 jours avant que tout redevienne gris, noir ou jaunâtre. Si vos joints semblent sales même juste après le ménage, si vous avez déjà frotté sans comprendre pourquoi rien ne change vraiment, ou si vous hésitez entre nettoyer, désinfecter, blanchir ou refaire complètement les joints, restez bien jusqu'au bout, parce que la différence entre un résultat moyen et un résultat vraiment propre tient souvent à quelques détails que la plupart des gens ignorent complètement. Le problème des joints de carrelage dans une salle de bain, c'est qu'ils ne se salissent pas tous de la même façon. À l'œil, on a l'impression que tout est simplement encrassé, alors qu'en réalité, on peut avoir en même temps du savon séché, du calcaire, des résidus de shampoing, des graisses corporelles, de la poussière collée par l'humidité, et parfois des moisissures qui se développent dans les zones mal ventilées. Si je traite tout ça comme une seule saleté avec un seul produit, je risque soit de perdre du temps, soit d'agresser le joint pour un résultat décevant. La première chose que je fais donc, avant même de sortir une brosse, c'est observer la couleur et l'emplacement des taches. Quand les joints sont gris terne sur une grande surface, il s'agit souvent d'un encrassement progressif lié au savon et à la poussière. Quand ils tirent vers le jaune ou présentent une couche dure qui accroche, le calcaire est souvent impliqué. Quand des points noirs apparaissent dans les angles, autour de la douche, au bas des murs ou près des joints silicone, là je pense tout de suite à la moisissure. Et cette distinction change complètement la manière d'agir. Beaucoup de gens veulent aller vite et mélangent plusieurs produits puissants en se disant que ce sera plus efficace. C'est une mauvaise idée. D'abord pour une raison de sécurité évidente, parce que certaines associations de produits peuvent dégager des vapeurs dangereuses. Ensuite, parce que sur un joint, surtout s'il est ancien, poreux ou déjà fragilisé, trop d'agressivité peut le creuser, l'effriter ou le décolorer de façon inégale. Mon objectif n'est pas juste de faire plus blanc pendant quelques minutes, c'est de retrouver des joints propres, visuellement nets, sans compromettre leur tenue dans le temps. Je commence toujours par une préparation simple mais essentielle. J'aère la pièce, j'ouvre si possible la fenêtre et, si je n'ai pas de fenêtre, je fais en sorte que la ventilation fonctionne bien. Je retire tout ce qui gêne, comme les tapis, flacons au sol ou accessoires proches des zones à nettoyer. Ensuite, je fais un premier rinçage à l'eau chaude, pas pour nettoyer à fond, mais pour ramollir les résidus de savon et humidifier la surface. Ce détail change beaucoup de choses, parce qu'un joint sec avec une saleté compacte résiste davantage au nettoyage qu'un joint déjà détendu par la chaleur et l'humidité. Je laisse agir cette humidification quelques minutes, puis j'essuie rapidement l'excès d'eau si la zone dégouline trop. À ce stade, je choisis la méthode en fonction du problème principal. Pour des joints simplement gris, ternes et encrassés sans moisissure profonde, je privilégie d'abord un nettoyage progressif. J'utilise une pâte à base de bicarbonate de soude avec un peu d'eau, juste assez pour obtenir une texture qui adhère aux joints sans couler partout. Je l'applique directement sur les lignes de joint, en insistant sur les zones les plus marquées. Ce qui est intéressant avec cette pâte, c'est qu'elle permet à la fois une légère action abrasive, mais sans être trop brutale, et elle reste en place assez longtemps pour aider à décoller l'encrassement. Je laisse poser plusieurs minutes, généralement entre 10 et 15, sans attendre que ça sèche complètement. Ensuite, j'utilise une brosse à poils ferme, mais pas métallique. La brosse métallique peut paraître tentante parce qu'elle gratte fort, mais elle peut rayer le carrelage et user prématurément le joint. Je frotte en mouvements courts, précis, dans le sens du joint, puis légèrement en travers pour décoller ce qui est incrusté. Très souvent, rien qu'avec cette étape, on voit déjà une différence nette. Le secret, ce n'est pas de frotter comme un forcené pendant 2 secondes, c'est de laisser le produit faire une partie du travail et d'adopter un geste régulier. Quand j'ai affaire à du calcaire, surtout dans les douches où l'eau est dure, je change d'approche. Le calcaire a tendance à emprisonner d'autres saletés et à ternir les joints, même lorsqu'ils ne sont pas vraiment moisis.
Là, un produit acide léger peut être utile, mais il faut l'utiliser intelligemment. Si je choisis du vinaigre blanc, par exemple, je ne le verse pas au hasard sur toute la salle de bain. Je l'applique localement, de préférence tiède, sur les zones concernées, et je surveille bien la réaction. Le vinaigre aide à dissoudre le dépôt calcaire, mais sur certains matériaux ou sur des joints fragiles, il ne faut pas multiplier les pauses longues sans nécessité. J'humidifie la zone, j'applique, je laisse agir quelques minutes, puis je brosse. Si je sens que la surface réagit bien, je poursuis. Si le joint semble déjà très poreux ou friable, je réduis le temps d'action et je rince plus vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un joint n'est pas une surface pleine et lisse comme un carreau. Il absorbe, il retient, il vieillit. C'est pour cela qu'un bon résultat dépend aussi de la douceur maîtrisée du geste. Pour les taches noires de moisissure, la stratégie est différente, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une couleur à enlever, mais d'un développement organique favorisé par l'humidité. Là encore, je n'essaie pas de tout résoudre avec un seul passage. Je commence par nettoyer la surface pour retirer les couches superficielles de savon et de gras, parce que si je traite directement une moisissure cachée sous une pellicule sale, le produit atteint mal le problème. Une fois cette première couche éliminée, je traite la zone concernée avec un produit adapté à la moisissure, en respectant scrupuleusement les précautions d'usage, notamment l'aération et le rinçage. Je laisse agir selon l'état du joint, puis je brosse soigneusement. Il faut parfois répéter l'opération, surtout si les points noirs sont installés depuis longtemps. Et là, il y a une vérité importante qu'on ne dit pas assez souvent. Si la moisissure a pénétré profondément dans un joint ancien, il arrive qu'on ne puisse pas retrouver un blanc uniforme à 100% sans rénover ou refaire une partie du joint. Ce n'est pas un échec du nettoyage, c'est simplement la limite d'un matériau poreux qui a été marqué dans la durée. En revanche, on peut presque toujours obtenir une amélioration très visible et surtout assainir la surface. Je fais aussi très attention à distinguer les joints de ciment entre les carreaux et les joints silicone autour de la baignoire, du receveur de douche ou du lavabo. Le silicone vieillit différemment. Quand il noircit de l'intérieur, le blanchir est souvent beaucoup plus difficile. On peut nettoyer sa surface, réduire les taches, désinfecter, mais si les moisissures se sont infiltrées dans la matière, le remplacement devient parfois la solution la plus propre visuellement et la plus durable. Beaucoup de gens continuent à frotter pendant des heures un silicone qui ne redeviendra jamais vraiment net, alors que le bon choix serait de le retirer proprement et d'en poser un neuf. Savoir quand insister et quand remplacer, c'est aussi ça, gagner du temps. Une autre erreur très fréquente consiste à tremper la zone en permanence pendant le nettoyage. On pense souvent que plus il y a d'eau, mieux c'est. En réalité, trop d'eau dilue les produits, fait couler la saleté d'un endroit à l'autre et empêche parfois de voir l'évolution réelle du résultat. Je préfère travailler par petites sections, rincer, essuyer, observer, puis recommencer si nécessaire. Cette méthode permet de comparer immédiatement avant et après et d'éviter l'impression trompeuse d'un joint plus clair alors qu'il est seulement mouillé. Le joint mouillé paraît souvent plus uniforme, puis une fois sec, les défauts réapparaissent. C'est pour cela qu'après chaque phase de nettoyage, je sèche la zone avec un chiffon microfibre ou une serviette absorbante. Le séchage fait partie du diagnostic. Il me révèle si je suis face à une saleté encore présente, à une tache incrustée ou à une usure du matériau. Si après séchage, le joint reste irrégulier, mais que rien ne part plus au brossage, c'est souvent qu'on a atteint la limite du nettoyage classique. À ce moment-là, deux options existent. Soit j'accepte un résultat déjà bien amélioré, soit j'envisage une remise à niveau esthétique avec un rénovateur de joint ou une reprise localisée. Mais je ne me mens pas sur le résultat. La salle de bain devient plus propre quand on comprend ce qu'on peut réellement obtenir. Quand les joints sont très anciens, je procède avec encore plus de précautions. Un joint usé peut s'effriter sous une pression excessive. Si je vois des grains se détacher, si certaines lignes semblent creuses ou si le joint se désagrège au passage de la brosse, je réduis immédiatement l'intensité. Dans ce cas, le but n'est plus de blanchir à tout prix, mais de nettoyer au mieux avant une éventuelle rénovation.
Forcer sur un joint en mauvais état peut créer des micro-fissures qui retiendront encore plus l'humidité ensuite. Et cela finit parfois par favoriser de nouvelles moisissures derrière la surface. Il y a aussi la question de la fréquence. Les joints de salle de bain deviennent rarement noirs du jour au lendemain. Ils se dégradent visuellement par accumulation lente. Si j'attends le stade où toute la douche semble terne, je m'impose un gros travail. À l'inverse, un entretien léger mais régulier évite d'en arriver là. Après un nettoyage en profondeur, j'adopte toujours des gestes simples de prévention. Je rince les parois et le carrelage après les douches les plus chaudes quand c'est possible, pour limiter les dépôts de savon. J'essaie surtout de réduire l'humidité stagnante. J'utilise une raclette sur les surfaces les plus exposées, j'essuie rapidement les angles si je vois de l'eau rester et je laisse la pièce sécher correctement. Une salle de bain humide pendant des heures après chaque douche est un terrain idéal pour le retour des taches noires. On a tendance à se focaliser sur les produits, alors que la ventilation joue un rôle immense. Même le meilleur nettoyage ne tiendra pas longtemps si l'air ne circule pas. Si votre salle de bain n'a pas de fenêtre, il faut être encore plus vigilant sur l'extraction d'air et sur le temps de séchage. Un autre point essentiel, c'est la patience face aux joints très encrassés. Je vois souvent des gens abandonner parce qu'au premier passage, ils ne retrouvent pas le blanc espéré. Or, un joint qui n'a pas été entretenu depuis longtemps demande parfois plusieurs cycles courts plutôt qu'une attaque unique trop agressive. Je préfère faire un premier nettoyage, laisser sécher, observer le lendemain à la lumière naturelle, puis reprendre seulement les zones qui en ont encore besoin. Cela permet d'éviter de traiter inutilement les parties déjà propres et de concentrer l'effort là où le résultat peut encore progresser. La lumière naturelle, justement, est un excellent juge. Sous l'éclairage artificiel d'une salle de bain, surtout s'il est chaud ou diffus, on peut croire que tout est uniforme. En plein jour, les différences de teinte ressortent beaucoup plus. C'est souvent après séchage complet et à la lumière du jour que je décide si je dois faire un second passage. J'accorde aussi une grande importance au choix de la brosse. Une vieille brosse à dents peut dépanner sur une petite zone, mais pour une vraie séance de nettoyage de joints, elle devient vite fatigante et peu efficace. Une brosse étroite à poils robustes permet de mieux canaliser la pression sur la ligne de joint. Et moins je me fatigue, plus je garde un geste précis. Or, la précision compte davantage que la force brute. Quand je frotte trop large, je perds du temps sur le carreau au lieu d'agir là où la saleté s'est incrustée. Si jamais le carreau autour présente aussi un voile de savon ou de calcaire, je le nettoie séparément, parce qu'un carreau terne à côté d'un joint plus clair peut donner l'impression que le joint reste sale. Il faut regarder l'ensemble. Une salle de bain paraît propre quand les contrastes sont harmonieux. Si le carrelage mural est mat par encrassement, même un joint amélioré semblera moins éclatant. C'est pour cela qu'un vrai bon résultat passe souvent par le nettoyage coordonné du joint et de la surface voisine. Je veux aussi insister sur une idée simple mais importante. Blanchir n'est pas toujours synonyme de désinfecter, et désinfecter n'est pas toujours synonyme de blanchir. Un joint peut paraître plus clair sans être parfaitement assaini, tout comme un joint peut être désinfecté mais conserver des traces visuelles. Pour obtenir une salle de bain saine et esthétique, il faut parfois traiter ces deux dimensions séparément. Le visuel compte, bien sûr, surtout dans une pièce où la moindre trace se voit tout de suite. Mais la sensation de propre dépend aussi de la disparition des résidus organiques, des mauvaises odeurs éventuelles et de l'humidité persistante. C'est cette combinaison qui redonne vraiment de l'éclat à la pièce. Si malgré tous les nettoyages, le joint reste sombre de manière uniforme, je me pose aussi la question de sa couleur d'origine et de son vieillissement naturel. Certains joints n'étaient pas d'un blanc éclatant au départ. D'autres ont jauni avec le temps, l'eau, les produits et l'usage. Dans ce cas, il ne faut pas courir après un blanc irréaliste. Un joint visiblement propre, homogène, sans taches ni moisissures, peut être légèrement cassé dans sa teinte sans que ce soit un problème. La recherche d'un blanc absolu pousse parfois à trop agresser les matériaux. Le bon objectif, c'est un aspect net, sain et cohérent avec l'état réel de la salle de bain. Pour ceux qui veulent un rendu très uniforme, sur des joints propres mais défraîchis, il existe des solutions de rénovation esthétique.
Je parle ici de produits spécifiques destinés à raviver la couleur des joints après nettoyage complet, mais je ne les considère jamais comme une solution miracle. Si on applique ce type de produit sur un joint encore sale, humide ou moisi, on fige le problème au lieu de le résoudre. La base reste toujours la même. Nettoyer, rincer, laisser sécher parfaitement, vérifier l'état du joint, puis seulement envisager une finition si elle est nécessaire. Ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle évite le gaspillage d'énergie. Au lieu de répéter des gestes inefficaces, j'avance avec logique. J'identifie la salissure, je choisis le bon traitement, je travaille méthodiquement, je sèche pour évaluer, puis je décide si une seconde intervention est utile. Cette façon de faire transforme une corvée floue et frustrante en un processus presque technique et surtout beaucoup plus satisfaisant. On voit réellement la différence. Dans les angles de douche, au pied des murs, derrière les robinetteries et autour des zones où l'eau stagne, j'accorde toujours une attention particulière, parce que ce sont les endroits où les problèmes reviennent en premier. Je ne me contente pas de blanchir visuellement la partie centrale la plus visible. Je cherche à traiter les zones critiques, celles qui trahissent immédiatement l'état général de la salle de bain. Un seul angle noirci peut donner une impression de saleté à toute la pièce, même si le reste est propre. À l'inverse, quand ces points sensibles redeviennent nets, toute la salle de bain paraît transformée. Et c'est souvent là que le spectateur comprend que le changement ne tient pas à un produit miracle, mais à une méthode cohérente. Si je devais résumer l'erreur numéro 1, ce serait de vouloir aller trop vite avec des gestes trop agressifs. L'erreur numéro 2, ce serait de négliger le séchage et la prévention. On peut obtenir un très joli avant-après en une séance, puis tout perdre en quelques semaines si l'humidité reste enfermée après chaque douche. C'est précisément pour cela que je considère le blanchiment des joints non pas comme une action isolée, mais comme la combinaison d'un nettoyage ciblé et d'une meilleure gestion de l'environnement de la salle de bain. Quand ces deux aspects sont réunis, le résultat dure beaucoup plus longtemps. Et quand le résultat dure, l'entretien futur devient infiniment plus simple. Finalement, retrouver des joints plus blancs, ce n'est pas seulement une question d'apparence. C'est ce qui redonne à la salle de bain cette impression de fraîcheur, d'hygiène et d'ordre qu'on remarque immédiatement en entrant. Des joints propres valorisent le carrelage, la lumière, les volumes et même les éléments les plus simples de la pièce paraissent mieux entretenus. Si on nettoie sans comprendre, on se fatigue. Si on comprend avant d'agir, on obtient un résultat plus net, plus durable et plus logique. C'est exactement ce que j'ai voulu montrer ici. Comment passer de joints ternes, gris ou noircis à un aspect visiblement ravivé, sans improvisation, sans gestes inutiles et sans attendre un miracle là où seul un entretien intelligent peut faire la différence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a retrouvé cet éclat, le plus dur n'est pas de le créer, c'est simplement de ne plus laisser l'humidité et les dépôts reprendre le dessus.